S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de Maïtena, j'aimerais remercier notre partenaire du jour, c'est Swan. Alors Swan, c'est quoi? C'est une fintech qui propose aux entreprises des solutions bancaires en marque blanche pour créer par exemple des comptes pro ou des cartes de paiement. Et Swan, vous en avez déjà entendu parler, c'est normal. On a déjà reçu son CEO Nicolas Benadi, épisode 169 que je vous invite vivement à aller écouter, surtout pour comprendre les coulisses de la création de la startup. En quelques mots, aujourd'hui, Swan, c'est plus de 150 clients. Dans ces clients, on retrouve des noms familiers tels que Indie, Penny Lane, Agicap, Libéo, Lucas. Concrètement, les fonctionnalités bancaires de Swan s'intègrent directement dans le parcours client de ces entreprises au moment où leurs utilisateurs en ont besoin. Ça permet donc de créer une nouvelle source de revenus tout en enrichissant l'offre de services que vous proposez à vos utilisateurs et clients. Bref, encore merci à Swan de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. C'est parti pour 50 minutes chrono et je promets de ne pas dépasser, parce que mon audience me connaît. Bon, je suis avec évidemment une entrepreneur, mais aussi une journaliste et moi je suis très intéressé par ça. Comment vas-tu, Maïtena? Ça va bien, je suis très... je trouve ça très exotique d'être CEO. C'est marrant comment on met... ça a l'air plus important d'être CEO qu'entrepreneuse. C'est dommage, non? Je sais pas. Et en vrai, franchement. En vrai, rien à voir. Genre, c'est-à-dire que je reçois tellement de personnes qui sont pas des CEO, mais qui ont cette culture de faire. Et c'est ce qu'on va essayer de déceler ensemble. Bon, j'ai quand même dit entrepreneur ou entrepreneuse. Entrepreneuse. Ouais, bon, je sais pas comment on dit. Moi, je mets un E, mais passons. Ah oui, entrepreneureux. I never knew. Je comprends pas pourquoi. Mais dis-moi, explique-moi un petit peu pourquoi on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui ou depuis 2019. Parce que avec ma moitié, qui s'appelle Alexandra Kruk, on a créé il y a 5 ans une boîte de production qui s'appelle Mesdames Productions. Et cette boîte, elle produit de la fiction. On a déjà produit 2 séries pour ECS. On est en train de produire un Meurtra pour France 3 avec une grande fierté. C'est quoi un Meurtra? C'est le samedi soir sur France 3. Il y a des séries, c'est incroyable. Cette série, elle existe depuis, je sais pas, plus de 10 ans, je crois. Où c'est meurtre à Oloron, meurtre à Biarritz, meurtre à... Ok, voilà. d'accord. Donc nous, on fait un meurtre en Périgord vert. C'est un peu le Tour de France à vélo, mais de la fiction, où il y a toujours... c'est que de la fiction? Comment ça, c'est que de la fiction? C'est une série, hein, on est d'accord. C'est une série de fiction. C'est des feuilletons. C'est de la fiction avec des acteurs, des décors, des dialogues. Et donc les gens, le principe de la série, c'est qu'il y a toujours 2 enquêteurs, une légende du coin et la région qu'on découvre. Donc on est ravis de tourner, nous, en Périgord vert. Donc on a monté cette boîte de production de fiction, mais par ailleurs, on fait aussi un peu de com et d'événementiel. On travaille avec l'association Ruban Rose depuis 4 ans maintenant, dont on fait la campagne tous les ans et dont on crée l'événement, pour laquelle on crée l'événement qui lance Octobre Rose. Alors, honte à moi, Ruban Rose, pourrais-tu m'expliquer le... Ruban Rose, c'est l'association référente de lutte contre le cancer du sein. Une femme sur 8 est concernée, c'est une pandémie, le cancer du sein, c'est absolument dramatique. Et les femmes ne se font pas du tout assez dépister, les femmes et les hommes, puisque 1% des cancers du sein sont les hommes. Car vous avez des seins, messieurs, oui, je sais, personne ne le sait. Mais vous avez des seins et... je savais que j'allais apprendre des choses ce matin. Ouais, mais moi aussi, je l'ai appris, je ne le savais pas du tout. Mais bien sûr, 1% des cancers du sein sont les hommes. Et le chiffre va croissant, il va augmenter. Donc, on travaille avec l'association Ruban Rose, qui est hyper forte dans la prévention, l'information et aussi le financement de la recherche. Ils récoltent des dons
Il récolte des dons et il finance la recherche à hauteur de 3 millions cette année, ce qui est quand même pas rien. Donc on les accompagne là-dessus. Et puis on a créé un média digital qui s'appelle Mesdames.media, Mesdames, qui parle des femmes hors du champ de la maternité, après le rendez-vous de la ménopause, qui est un rendez-vous qui nous est commun à toutes. Ok. Je crois que ce média, il est adressé vraiment aux femmes de plus de 45 ans, 45 ans et plus. Enfin, il parle d'eux, mais il est adressé à tout le monde. Il y a des hommes qui suivent ce média, il y a des jeunes qui suivent ce média, des jeunes femmes, pas de jeunes hommes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis là, moi. Vous êtes où ? Oui, t'es là, toi. Alors ? Absolument. On va reprendre un petit peu. J'ai juste envie de comprendre une chose. C'est ma première question qui est très basique. Pourquoi Donc, tu as une trentaine d'années dans le journalisme ou dans la télé, plutôt ? Ouais, 30 ans de télé, ouais. 30 ans de télé et tu deviens entrepreneur ou entrepreneureux ou entrepreneur. Pourquoi ? Bah, pourquoi pas ? Parce que souvent, l'entrepreneuriat est perçu par la société comme une belle prise de risque. Bah oui. Pourquoi à ce moment-là de ta vie, en fait ? C'est pas comme si j'avais pas pris de risque avant. Quand tu vis du désir des autres, du désir des chaînes de t'employer, du désir des producteurs de travailler avec toi, du désir des spectateurs de te voir, c'est pas comme si tu prenais pas des risques. Quand tu quittes les maternelles pour aller sur Canal, je prends un risque majeur. Quand je quitte, quand je me mets sur l'actu, je prends un risque. J'ai toujours pris des risques, moi. J'adore ça, prendre des risques. Je trouve que d'ouvrir une entreprise, oui, c'est avoir le goût du risque. C'est avoir le goût de l'aventure, c'est avoir le goût du partenariat, ce qui n'est pas rien. On va en parler du business model, ouais. Mais de s'associer, c'est fabriquer un couple. On se connaît très fortement, intimement, peut-être mieux que dans nos couples amoureux. Et c'est surtout, d'abord et avant tout, créer une marque et porter une culture. Donc c'est extraordinaire. Juste dans la notion de risque, tu le voyais pas du tout comme risqué de quitter la télé pour te lancer d'abord boîte de prod, et c'était la continuité. Oui. C'est quoi ta notion du risque dedans, entre ce que tu as fait à la télé et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur ? Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence pour toi ? Absolument aucune. Même financièrement ? Si ce n'est que légalement, je suis responsable. Financièrement, je gagne pas une thune. Mais voilà. Non, mais je veux dire, on fait des choix dans la vie. Et puis, on vit avec les conséquences de ces choix, quoi. C'est un vecteur de motivation aussi dans Mesdames Productions. Je sais pas comment te dire. Personne paye mon loyer à ma place. Bien sûr qu'il faut gagner de l'argent. Mais nous, on savait avec Alex que on s'était dit que les 3 premières années, on se payait pas. Comme tous les entrepreneurs. Presque. Sauf ceux qui font des licornes, machin, etc. Non, mais pas que ta boîte te paye pas. Là, on sort un petit salaire l'une et l'autre, et j'espère qu'on pourra sortir un plus gros salaire bientôt. Mais t'as changé de rythme de vie ou par rapport à oui, bien sûr. Ok. Oui, et ça, sûr. pour toi, c'est pas du tout. Je bouffe toutes mes économies. Mais non, mais on fait des choix dans la vie. Mais moi, c'est ça que je veux comprendre. Moi, je veux pas me plaindre des choix que je fais. Enfin, je veux dire, je fais un choix. Le risque ne veut pas dire se plaindre. Hein. Non, mais t'as le goût du risque. Je sais pas si j'ai le goût du risque. J'ai toujours vécu avec l'idée de te renouveler, d'aller faire de nouveaux challenges. Il faut. Si tu veux avancer, en fait, le confort, c'est un tapis roulant qui glisse et tu vois exactement où il va. Moi, c'est pas la notion de la vie que j'ai. Il y a des opportunités, il y a des chemins que tu as envie de prendre, il y a des endroits où tu veux arriver, il y a des surprises. Moi, ce qui me meut, c'est des convictions. Et je ne sais même pas comment elles se forgent. Elles sont chez moi un jour. Moi, j'ai toujours dit que j'ouvrirais jamais une boîte. Alex a dit exactement toujours la même chose. Et un jour, je l'appelle et je lui dis comment tu vas et tout. En fait, elle était au chômage et moi, j'ai adoré le moment où j'ai été au chômage. Après Canal, c'est ? Ouais, j'ai passé 10 mois au chômage et j'ai découvert la vie, en fait. Et donc, quand Alex s'est retrouvé au chômage, on se parlait. Ça fait 30 ans qu'on se parle. Et je l'appelais pour prendre de ses nouvelles, pour lui dire alors tu kiffes ? Et elle me dit non, je kiffe pas du tout, je suis en PLS, ça va pas du tout, je peux pas rester au chômage. Moi, je vais monter une boîte. Et je m'entends lui dire je vais le faire avec toi. Pourtant, tu dis que tu kiffes le chômage. Qu'est-ce que tu as kiffé dedans ? C'est ça qui a mené justement à l'envie de faire une boîte ? Je trouve que le chômage, d'abord, c'est quelque chose pour lequel on cotise tous. Je trouve absolument dramatique la vision qu'a eu le gouvernement de ce que c'est que le chômage, qu'a la société en général de ce que c'est que le chômage. On a cotisé, on y a droit.
C'est pas, je suis pas du tout dans la société des droits. Moi, je suis dans la société des droits et des devoirs. Mais c'est quelque chose auquel on a droit. Souvent, et je peux te le dire, moi, j'ai cotisé bien au-dessus du plafond et je trouve ça parfaitement légitime. J'ai aucun sujet avec ça. Quand je me retrouve au chômage, c'est une période dans laquelle je peux me poser, je peux ralentir. Les choses donc décantent. Tu réfléchis mieux, tu te reposes et une fois t'être reposé, une fois t'être posé, tu peux devenir créative, inventive, imaginative. Et c'est de cette période-là que surgit, par exemple, une boîte et aujourd'hui, au bout de 5 ans, milliers de salaires qui en ont découlé. Donc, le chômage, ce ne sont pas des gens qui vivent agrippés la société. C'est vu de manière péjorative dans notre société. Alors que c'est un moment où on peut se ressourcer. D'abord, on découvre la vie. Moi, mais j'aime bien cette phrase quand tu dis « j'ai découvre la vie ». Moi, je savais pas, tu étais dans un... Moi, j'étais dans la machine, trou, quoi. Là, voilà. Et c'était extraordinaire d'avoir du temps, de pouvoir lire des livres, d'avoir le temps d'aller au théâtre, d'être gentil avec mes amis. J'avais le temps d'être gentille. J'avais le temps. C'est pas sous-côté le fait d'être gentil, et même dans le business? Je sais pas, chez les abrutis, certainement. Être gentil, c'est important. Ah oui, non, c'est important, mais est-ce que je sais que tu le comprends, mais je veux dire que ce soit sous-côté... faut être idiot pour sous-côté la gentillesse. On vit tous beaucoup mieux avec la gentillesse. Pourtant, j'en parle avec certaines personnes, dont des entrepreneurs, qui ont encore cette vision de gentil veut dire bisounours, veut dire naïf. Écoute, t'as pas d'avis là-dessus? Non, si, j'ai un avis, je les trouve idiots. C'est complètement idiot. Et raconte-moi juste une petite chose dans tes années télé. Donc si je comprends bien, on peut dire que tu vivais à 1000 à l'heure déjà à l'époque? Oui, ça fait très longtemps que je vis à 1000 à l'heure. On peut dire que tu vis à 1000 à l'heure encore aujourd'hui, mais tu as eu cette période un petit peu où ça t'a permis t'as dit d'être plus créative. Oui, je suis devenue créative, plus. T'aurais pris des pauses pendant tes émissions, pendant tes 30 ans de télé, tu penses que t'aurais été plus créative si t'avais pris quelques pauses? Non, ça m'a permis de... Non, pas du tout. On était dans la création tout le temps. Mais là, tout d'un coup, ce temps qui se ralentit, qui se pose, te permet de faire surgir des idées que tu n'aurais pas eues si tu étais à 1000 à l'heure. Voilà. Et c'est aussi après 30 ans de carrière dans la télé. Ça ne serait pas arrivé au bout de même 5 ans. L'idée? Non, je veux dire même le timing, ton envie ton besoin de te reposer peut-être et d'être créatif pendant 10 mois. Moi, je vis contre nature depuis toujours. Moi, je suis une très très lente. Je suis à la limite de la contemplation. Ah oui, ok. Ma nature, c'est ça. Donc, je vis contre nature tout le temps. Ok, c'est dingue. Et comment ça se traduit, tu dirais, même avec tes employés, dans le cadre du boulot? Je comprends pas. D'être à 100 à l'heure? Non, d'être à 100 à l'heure, d'être contre nature. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des problèmes de communication, il y a des incompréhensions là-dessus ou pas du tout? Tu le ressens pas là-dessus? Non. C'est devenu c'est une seconde nature chez moi. Je sais que je suis faite pour vivre lentement. Ok. Mais je vis très vite depuis très très longtemps. Ok, c'est super. Et du coup, paradoxal, et maintenant d'ailleurs, avec l'âge et l'expérience, tu vois, plus les choses sont... plus on est dans l'urgence, plus je ralentis. En fait, c'est pas parce que tu es hystérique, agité, etc., que tu vas plus vite. Quand l'urgence, les choses s'amoncellent, etc., tu poses et tu gères, tu traites, tu processes. Tu subis du stress au quotidien? Non, moi je suis... alors en fait, ça aussi, c'est une chose... En fait, quand tu... à un moment, je ne savais pas si j'étais incapable de tenir la pression ou si je tenais tellement de pression que je ne pouvais plus en rentrer davantage. Alors, en fait, c'est la deux. Ah ouais. En fait, quand tu fais de l'antenne, tu vis avec une charge de pression gigantesque et qui est aussi une nature. En fait, il faut bien comprendre que moi, j'ai commencé, j'avais 21 ans. Donc moi, toute ma vie, c'est en sortant de la télévision que je me suis rendu compte que j'étais pas dans la vie de tout le monde, que j'avais pas la même vie que les autres. Moi, toute ma vie, c'était ça. Enfin, j'ai fait ça depuis que j'ai 21 ans. T'as pas eu le temps d'intellectualiser, tu veux dire? Bah non, c'est pas que j'ai pas eu le temps d'intellectualiser. Ah, c'est ma machine à café. Elle est chouette, non? Elle nous dit bonjour. Ah oui, et puis ça va durer un petit moment. Ok, bon, c'est pas très grave, continuons. On a dit il y a 50 minutes. En plus, je vois Café Joyeux. Ça y est, regarde. Dédicace. On les salue. Dédicace. Donc, la pression, c'est quelque chose qui est... moi, je la tiens assez bien, en fait. Elle te nourrit?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Okay. Ah non, alors pas ça du reste. tout. Non, autour, on me dit il y a du bon stress, du moins bon stress. Non, pas du tout. Pas du tout. Oups, mon fauteuil. Non, ça me nourrit pas, mais c'est induit, en fait. Ok. Voilà. J'ai envie de revenir. Il y a un truc que j'ai lu avant même la télé. T'as été en internat, en pension, avec des sœurs. Ouais, chez les Dominicaines. Est-ce que aujourd'hui, des années plus tard, qu'est-ce que ça a nourri? Est-ce que t'es capable de voir des choses? Est-ce que ne serait-ce que l'ouverture d'esprit, tu vois, et la curiosité? Non, même pas. L'ouverture d'esprit, il n'y avait pas trop. C'était. J'ai découvert là-bas le chant grégorien, qui est quelque chose de très profond et qui est très beau, qui vient de très loin et qui ira bien plus loin que toi et moi et tous ceux qui sont nos contemporains et ceux d'après. Ça m'a donné un peu de profondeur. J'ai découvert la discipline. Il fallait faire son lit au carré. Si tu n'avais pas fait ton lit au carré, on allait te chercher en cours et tu revenais faire ton lit au carré. Ça t'est arrivé? Non. Non, t'as pas testé la limite une fois? Non, mais moi je suis pas du tout moi je suis un bon petit soldat en fait. Je suis un très bon petit soldat. Si je comprends pourquoi je fais les choses, je les fais sans problème. C'est si je comprends pas pourquoi elles sont demandées, là je le questionne tout le temps. Okay. Mais je comprenais très bien à quoi ça servait de faire son lit au carré. Et d'ailleurs j'ai vu l'autre jour, je sais plus, c'est pas Georges Lain, un grand patron de l'armée qui disait si vous voulez réussir dans la vie, commencez par faire votre lit. Et je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. Il faut, ça permet de... Et je suis la personne la plus bordélique de l'histoire du monde. Mon bureau à côté de celui d'Alexandra, c'est... Il paraît que les bureaux sont le reflet des fonctionnements du cerveau. Les chambres aussi, je pense. Je peux vous dire que c'est un beau bazar dans ma tête. Hein. Okay. Mais je sais l'importance de se cadrer. Ça a nourri un truc quand je te parlais de l'ouverture d'esprit, de devoir... Non, les religieux, l'ouverture d'esprit, je sais pas trop comment tu fais. Non, l'inverse, justement. Te dire que t'es enclavé dans... Ouais, exactement, et que ça a nourri l'envie de faire du journalisme. Moi, j'ai bien aimé... moi, j'ai grandi élevé dans la religion catholique. J'ai bien aimé ce truc-là. Je trouve dommage qu'on ait perdu tous les rites et tout ça. Je trouve ça un peu... La culture post-68 art qui a tout effacé, je pense, enlève des choses. Maintenant, je pense que la foi, c'est quelque chose de très important. Quant aux religions, sans moi. Okay. Pardon, mais sans moi, vraiment. T'es pas religieuse, mais t'as la foi? Je pense que la foi, c'est quelque chose en plus dans la vie. Par contre... Comment tu le définirais? J'ai du mal, même moi, j'ai 30 ans, donc on va dire que depuis 10 ans, je me considère pas religieux, et avant, j'ai eu cette culture religieuse. J'ai du mal à voir la différence, parce que je vois... Entre la foi et la religion? Ouais, la foi, c'est intime, c'est ta relation à plus grand, à autre, à supérieur. Une sorte de karma. Et la religion, c'est le mode d'emploi pour l'exercer. Ok. Moi, donc toi, tu vois cette force suprême où tu te dis quoi? Que si je fais du bien, il y a quelque chose qui... Le monde est bien fait dans ta tête, c'est quoi? Non, mais Yacine, il faut... T'es hyper judéo-chrétien. Non, pas du tout. Déjà, je suis pas chrétien. C'est horrible. Je suis ni juif, ni chrétien. Je pense que... Moi, j'ai lu le Coran, qui est un très beau livre. T'as deviné, du coup. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres. On sait pas, ça pourrait pas être monothéiste. Bon, bref, passons. Je pense que j'espère qu'il y a quelque chose qui nous relie les uns aux autres, que moi je peux nourrir en y croyant, de faire marcher à peu près correctement le monde. Je ne crois pas à une force supérieure. Enfin, je sais pas, je le dirais pas comme ça. Je ne sais pas si je crois vraiment. Il me reste, tu vois, par exemple, j'adore la Vierge Marie, je pense à elle, etc. Je suis hors de la religion, mais j'aime bien cette figure d'attachement. Parler des rites. Okay. Voilà, je trouve que c'est très important, les rites. Je pense que la religion, c'est un endroit qui nous permettait de retrouver... Non, mais je vois ce que... Tu vois, voilà, c'est un endroit où on peut faire quelque chose du commun. Ouais. Et ça, je trouve ça assez... Je pense que c'est important. Après, le collectif est important? Oui, je pense qu'on ne peut devenir quelqu'un que si on s'inscrit dans un collectif. Est-ce que le métier de journaliste est collectif? D'ailleurs, attends, excuse-moi, je dis journaliste. Oui, mais j'ai jamais eu de carte de presse. Je le sais, attends, j'allais t'y amener là-dessus. Ouais. Et t'as une punchline que je n'ai pas écrite, mais tu parles de... Bah vas-y, on va en parler. Tu parles d'ouverture d'esprit, tu dis que je crois que c'est ça, qu'on n'a pas besoin d'avoir une carte de presse pour être curieux. Bah non. Ouais, donc c'est quoi? C'est juste un petit logo? Moi, je déteste appartenir à. Je déteste l'assignation. Je déteste ça. Donc, je ne veux pas qu'on voit, quand on me regarde,
une femme âgée, une femme jeune, une femme belle, une femme moche, une journaliste. Je n'ai pas envie qu'on voit ça, je veux qu'on me voit moi. Je veux qu'on voit Maïtena Birabin et je fais des choses. Tu te définirais comment? Je ne t'avais pas posé cette question. Et est-ce que ça a évolué depuis 2019, évidemment? Oh bah heureusement que ça a... Dis donc, heureusement, j'ai 56 ans aujourd'hui. Non, 57. Oui, je me définirais comment... j'espère être sympathique, pas toujours, mais j'espère l'être majoritairement. Je pense singulière, en tout cas je l'espère aussi. Je suis très... J'aime faire plus que parler. Okay. Je pense que j'espère avoir... Je me définis pas là. J'allais dire, j'espère avoir ma place, prendre ma place dans la société. Ok. En tout cas, c'est ta vocation. C'est une envie vraiment, quoi, d'être utile au collectif. Dire impacter la société. Impacter, j'ai pas cette prétention-là, mais être utile, oui. Mais tu parles de rythme, on a parlé un petit peu de culture. Moi, je fais le lien évidemment avec que ça soit Mesdames Productions comme Mesdames Médias. Il y a cette idée de créer aujourd'hui quelque chose qui soit beaucoup plus gros que toi. Et quand je dis moi j'ai toujours... Oui, absolument. Moi j'ai cette chance, c'est une chance. J'ai toujours travaillé au service de choses plus grandes que moi. Ça veut dire des idées. Et je crois beaucoup aux politiques, moi. Je pense que... Ah ouais, ok. Ah oui, je pense que la chose politique, publique, c'est quelque chose de très important. Je pense que je n'ai pas de mépris pour la classe politique comme c'est communément partagé. Je pense que tout le monde n'est pas parfait, mais qu'il y a des gens extraordinaires dans ce milieu-là. La politique, c'est ce qui change nos vies. On fait comme on veut, mais à la fin, c'est ça qui change nos vies, c'est rien d'autre. Qui impacte notre vie au quotidien, qui l'améliore ou la rend plus compliquée. Donc, je crois vraiment à la politique. T'es engagée ou pas, toi? Non, pas du tout. Non, du tout. Okay. Et avec Mesdames Médias, on veut changer le discours politique sur les femmes de plus de 45 ans, oui. C'est quoi le discours actuel sur les femmes de plus de 45 ans? Le discours qui est promis aux femmes à partir de la ménopause, c'est le discours du déclin. Un homme qui a 50 ans, c'est un homme qui a augmenté. Un homme qui commence à avoir du gris sur les tempes, il est plus sexy. Ouais, on dit ça. Tu vois ? Non, mais c'est le récit de la société. C'est pas les hommes contre les femmes, c'est le récit de la société. Un homme de 50 ans, il est augmenté de tout ce qu'il a traversé, de ses expériences. Il est plus grand, il a eu des échecs, mais c'est une force pour lui, etc. Une femme de 50 ans, c'est la fin de tout ce qu'elle a été. De fait, puisque ce qu'on attend d'une femme, c'est qu'elle soit jolie et qu'elle fasse des enfants. Et qu'elle soit gentille aussi. Et qu'elle soit docile. Et 45 ans, c'est trop. 45 ans, t'es obsolète, tu peux plus faire d'enfants. Tu vieillis, donc paraît-il, t'es moins jolie. Si tant est que tu l'aies été un jour, ou si... Enfin bon, bref. Et Tu l'as ressenti, ça, toi ? Là, on parle de la société, mais toi, à titre perso, les 45 ans, tu les as passés, tu les as ressentis Oui, tu sens que tu passes ailleurs. De toute façon, c'est symboliquement extrêmement fort de te dire que tu ne peux plus faire d'enfants. Même si tu n'en veux plus, c'est un truc qui est un rendez-vous donné à toutes les femmes. Donc, c'est un moment dans la vie qui est assez singulier, oui, bien sûr. J'avais utilisé le mot petit deuil, mais je ne sais pas si c'est le beau truc. Ah, pas du tout, non. Non, c'est pas un petit deuil au fond de toi quand tu te dis non, ça. Non, c'est juste que tu changes de fonction. Et tu peux le... Je pense que certaines le vivent comme une perte, comme un deuil. D'autres peuvent se sentir libérées. Okay. Et y a pas et on peut passer de l'un à l'autre et ça peut changer dans la journée et voilà, c'est pas il y a plusieurs manières de voir le monde et le récit des femmes après la ménopause est un récit uniquement privatif de perte, de moins, de rien, d'entrer dans un long tunnel qui mène jusqu'à la mort en silence. Alors que non, entre 45 et 65 ans, on est quelque chose comme 11 millions au travail. On n'est pas en train de dépérir en déprimant, en fait. Il faut arrêter ce récit des femmes. Même après 65 ans, non, mais je dis juste les femmes actives au travail. Et après 65 ans, on peut être hyperactive, et 70 ans, etc. Et on ne peut pas faire un lot des femmes de 0 à 45 ans et le lot de 45 à 95. En fait, je n'ai rien à voir avec la femme que je vais être à 95 ans. Rien. Est-ce que la télé est un reflet de la société ? Tout est un reflet de la société. Est-ce que ce dont on est en train de parler, les femmes, est-ce que tu revois avant tes 45 ans des choses que tu as entendues à la télé et sans t'en rendre compte à l'époque ça t'avait hérissé les poils mais moi beaucoup de choses me hérissent, pas tout mais
beaucoup de choses me hérissent les poils à la télévision. Si je me suis mise à travailler sur l'actualité, pour faire la matinale, quand j'avais 45 ans, c'est justement pour pouvoir rester, pour pouvoir continuer d'avoir un job. Je savais que si j'étais animatrice, en tout cas dans mon esprit, je ne sais pas réellement ce qui se serait passé, mais dans mon esprit, j'approchais des 50 ans et on allait me lourder. Parce que j'avais pas d'exemple. Il y avait personne qui restait au-delà de cet âge-là comme animatrice. Comme journaliste, un peu plus. Aujourd'hui, ça a changé, faut le dire. Okay. Mais c'est pas parce que ça a changé qu'on y est arrivé, tu vois. Attends, je te pose la question, mais juste des animatrices, pas des journalistes de plus de 50 ans il y en a pas beaucoup. Ok, ouais, j'allais dire qui, enfin, je sais. Il y en a pas beaucoup. Ok. Il y a. Je lui dis ça a changé. Il y a Karine Le Marchand. Il y en a un petit peu quand même. Mais... Genre le Grand Journal a jamais mis de femmes. Où ils ont mis des. Je me souviens plus. Des femmes où à la présentation du Grand Journal. Moi. C'est tout. Ouais. Donc il n'y avait pas de référentiel. Non, j'ai été la première à faire une matinale qui est en télé, qui est un job un signal de puissance. Ok. J'ai été la première. Donc non, il y a un vrai sujet avec les femmes, et il y a un sujet avec les femmes plus âgées. Et il y a un sujet avec les femmes pas forcément jolies. C'est induit pour tout le monde qu'à la télévision, il faut être jolie. Pourquoi ? Il y a des mecs super moches qui passent à la télé. C'est clair. Mon talent à moi. Des noms, là, ou pas ? Mon talent à moi, ça peut être joli en fait. Non, bien sûr. C'est fou quoi de. Est-ce que ça a nourri ? Est-ce qu'on peut parler de colère ? Oh non. Non, pas de colère. Non, moi j'ai pas D'abord, j'ai pas le goût du malheur. Aucun goût pour le malheur. Ça a nourri une émotion quand même. Quelle qu'elle soit. Oui, bien sûr. Okay. Mais comme j'ai pas le goût du malheur, moi je fais. Ok. Si ça me plaît pas, j'agis. Ménopause, je sais pas exactement à quel moment tu t'en es rendu compte, on va dire à plus ou moins de tes 45 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre ça et la création de Mesdames Productions ? Je me suis rendu compte qu'on me parlait mal. On te parlait mal ? Une fois de plus, oui. Enfin, moi et toutes mes congénères qui ont cet âge-là, on m'expliquait qu'à cet âge-là, fallait que j'arrête de mettre des jupes. On m'expliquait qu'à cet âge-là, il fallait que je me coupe les cheveux courts. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de réaliser que jamais j'ai eu les cheveux aussi longs que ça depuis, 20 ans. Il faut se couper les cheveux courts parce que ça fait remonter les traits. Et comme la gravité les fait tomber, il faut que tu essayes de ne pas vieillir, en fait. On m'expliquait Mais ça, c'est la télé, non ? Excuse-moi. C'est pas du tout la télé, c'est pas société. Que la télé. Ah ouais, la société. Non, c'est la société. Moi, je te le dis, je veux faire mon mea culpa, mais en vrai, auprès de toutes les femmes qui nous écoutent, je me rends compte à quel point je ne me rends pas compte de tous ces... je sais même pas comment expliquer, mais toutes ces atrocités que des femmes peuvent vivre au quotidien. Et vraiment, quand je te dis ça, c'est que je vois du récit des femmes, même des amis à moi que je côtoie, et je me dis, putain, on a grave sous-estimé, notamment parce que je suis dans un milieu éduqué, peut-être, où j'ai vu ça, quoi. D'abord, bravo de le dire, je pense que tu as raison de le dire, mais je pense que c'est... nous tous, moi il y a 15 ans, je ne savais pas. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à moi-même. C'est quand je rencontre les problèmes que je me dis, mais il y a un sujet, en fait. Il faut en parler. Et donc, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. On essaye de mettre ça sur la table. C'est pour ça que, mesdames, ça ne s'adresse pas aux femmes de plus de 45 ans, ça s'adresse à la société, en disant, regardez ces femmes et considérez-les pour ce qu'elles sont. Par ailleurs, pardon, mais elles sont la charnière de la société. Elles s'occupent encore de leurs enfants qui sont grands mais pas tout à fait partis. Elles s'occupent de leurs parents qui sont encore là. Elles sont au travail. Elles font tourner la machine en fait. Donc moi je trouve, moi j'ai pas un tempérament de victime. Quand on est une femme victime, on l'est forcément à un moment ou à un autre. Parfois dans des dimensions invraisemblables, inacceptables, épouvantables. Donc moi je crée pas de la victimisation sur la victimisation. Donc j'agis et je dis maintenant vous allez nous regarder et vous allez nous parler correctement. Avant t'agissais pas juste Si, moi j'ai toujours agi. Non mais quand t'as eu des réflexions, des trucs qui t'ont pas plu même à la télé, t'agissais ? Tu répondais aux personnes ? Ok. Oui, bien sûr. Quand je le pouvais, quand j'en avais la conscience, la clairvoyance et la répartie, oui, bien sûr, je l'ai toujours fait. T'as jamais été prise par le risque de hiérarchie, le risque de perdre ton job, des choses comme ça ? Mais je m'en fous. Okay. Mais franchement, Yacine, j'ai pas beaucoup. Je pense que j'ai suffisamment de respect et pour les gens et pour les fonctions pour n'en avoir rien à faire de la hiérarchie. Okay. Et en fait, si pour moi ce n'est pas juste, alors je dis. Okay. Et si je suis droite dans mes bottes, en fait, moi j'accepte. J'ai beaucoup de chance. Je me suis offert un luxe dans la vie. J'accepte le non et j'accepte la perte. Okay. Et je prends mon risque.
Donc, si je pense qu'il faut faire quelque chose, j'accepte les conséquences qui iront avec. À quel moment est-ce qu'on peut dire là que c'est écouter ta voix intérieure? Oui, absolument. Ça prend beaucoup de temps, il faut apprendre à se connaître. Ah, je sais pas. J'allais dire, est-ce que tu vois un peu dans ta vie à quel moment tu t'es de plus en plus rapproché? Alors, il est clair que quand tu commences à avoir pas mal d'expérience, quand tu as traversé pas mal de réussites et d'échecs, surtout l'échec, c'est surtout de l'échec que tu apprends. Quand tu vieillis, quand tu arrives autour de 45-50 ans, tu es beaucoup plus construit. Toi comme homme, moi comme femme, nous tous. Vieillir, en fait, c'est se connaître de mieux en mieux. Et prendre conscience de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu sais, de ce que tu ne sais pas, de tes forces, de tes faiblesses, de ce qui compte vraiment, de ce qui est plus accessoire. Donc c'est extrêmement agréable, tu te connais vraiment beaucoup mieux. C'est vraiment le connais-toi toi-même qui te permet d'être au monde avec les autres de manière beaucoup plus douce parce que beaucoup plus libre. Je veux dire sereine. Oui. C'est ça? Ouais. Oui, absolument. Donc quand tu te connais, tu navigues au milieu des autres en ne t'excusant plus ou en ne cherchant pas ta place. Tu es toi-même et tu vas avec les autres et tu fais avec les autres beaucoup mieux. Tu interagis beaucoup mieux parce que tu es droit. Est-ce que je le rapporte à le journaliste, la télé, mais en fait je me dis aussi en tant que personne, est-ce que se connaître, c'est accepter le regard des autres et quand je dis l'accepter, c'est que ça peut être négatif, positif, sans forcément que ça t'atteigne. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas hyper dur qui plus est à la télé, quoi? Pourquoi la télé? Je comprends pas. Pourquoi ça serait plus dur à la télé? Parce qu'il y a des millions de personnes qui te regardent. Mais quand t'es un personnage public, si t'acceptes pas la critique, faut pas y aller. Hein. Je sais, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Là, je oui, te mais dis donc, même... tu vois ouais. Enfin, je veux dire, mais comment tu peux... Attends, tu l'anticipes ça à 21 ans, que la critique, il n'y a pas de souci, tu vas le prendre et que tu sais que tu vas avoir une carrière où des millions de Français vont te voir. Je passe à la télé, donc je sais qu'il y a des gens qui vont me voir et qui vont pas m'aimer. Mais je fais pas ça pour qu'on m'aime. Hein. Ok. Moi, j'ai jamais fait ça pour qu'on m'aime. Et même si tu préféreras toujours que les gens viennent te faire des compliments, que te faire des... D'abord, c'est assez rare que les gens traversent la rue pour te dire « Vous êtes une vraie connasse, je peux pas vous blairer ». Tu l'as sur les réseaux, ça, ou même pas? Alors, très, très tardivement, moi, j'ai eu ça. J'ai pas eu beaucoup de haters. Okay. Je l'ai eu à partir du moment à partir du Grand Journal, en vrai. À la fin. Ouais. Parce que j'ai pas eu ça beaucoup avant. J'ai eu très peu ça avant. Très peu. Et... Donc, je suis pas Madonna non plus. Hein. Je vis pas dans une exposition. Non, mais c'est vrai. Elle ressemble. Non, mais on a la même couleur de cheveux. Mais... Bah, t'as choisi Madonna pas au hasard. Non, mais parce que c'est une idole. Hein. Elle est extraordinaire. Donc, je sais pas. Tu vois, c'est beaucoup plus contraint. Moi, je vis tout à fait normalement. Je prends le transport en commun. Je fais mon marché. Je vais au supermarché. Enfin, j'ai toujours vécu comme ça. Il y a une manière de se positionner aussi avec la célébrité et le fait de. Pour moi, ça a toujours été un travail. C'est tout, c'est mon travail. La notoriété. Mais je l'oublie tout le temps. Donc tu oublies, en fait, il y a des moments où les gens ils te voient et t'es en mode ah merde, moi, j'oublie que les gens me connaissent, quoi. Bah oui, tout le temps. Ok, et ça t'arrive que les gens viennent te voir à Paris? Oui, bien sûr, ça m'arrive. C'est quoi qu'est-ce qu'on te dit? Bah, c'est très, très, très souvent les maternelles. Ok. Ouais, très souvent. Ok. Ma grande joie, c'est une émotion à chaque fois parce que c'est des moments tellement... On a partagé avec ces gens qui regardaient les maternelles des moments tellement profonds et intimes. C'était il y a combien de temps? Oh là, alors attends, mon fils aîné vient de fêter ses 28 ans, il avait 3 ans, c'était il y a 25 ans. Ok. Donc je savais que c'était au début de carrière. Ah, je vais te poser une mini-question. Attends, il y a plein de choses. Madonna, juste la parenthèse. Je pensais à notre chère Yann Barthès et Quotidien, qui adore taper dessus. Et ça rejoint exactement ce qu'on est en train de dire. Il te dit une nana qui a 50-60 ans, qui continue à, entre guillemets, faire des gestes sexy ou s'habiller avec un body sur scène. Tu réponds quoi à Yann quand il raconte des conneries comme ça? Non mais, alors déjà, moi j'ai aucun problème. J'ai vraiment aucun problème. Et j'ai même le goût qu'on ne soit pas d'accord. Ça s'appelle la conversation. Let's agree to disagree. Je ne pense pas que de penser le contraire de ce que je dis fasse de la personne un abruti. Je me dis, tiens, c'est marrant, mais pourquoi il dit ça, etc. Et ça m'intéresse. Et d'ailleurs, j'en discuterai avec lui. Très bonne idée. Moi, je trouve que... Moi, je suis un peu comme tout le monde. Je vois la tête de Madonna et je me dis, oh meuf, pourquoi t'as fait ça et tout, c'est terrible. Et puis juste après, je me dis, mais en fait, t'as le droit. Est-ce qu'elle va pas ouvrir des voies derrière? Vas-y, si t'as envie, mais vraiment, vas-y, quoi. Et je suis allée voir Mylène Farmer sur scène, et je me dis, mais vraiment, ces femmes, elles sont extraordinaires. C'est extraordinaire de faire ça, de s'autoriser à faire du spectacle avec l'exigence physique que ça comporte. Mais moi, je suis incapable de faire 10 minutes
3 minutes de la scène de Mylène, 3 minutes encore moins de la scène de Madonna. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est des femmes, c'est des athlètes de haut niveau, c'est des showgirls, elles offrent quelque chose d'une puissance incroyable. Je ne peux pas te dire que j'adore le visage de Madonna, mais j'adore la liberté de Madonna. Voilà. Ok. D'ailleurs, tu diras, si tu connais bien Yann, tu lui poseras la question, s'il te plaît, Maïtena, pourquoi il tape autant sur les podcasts ? Il y a un mec dans notre écosystème. Non, mais moi, j'adore Quotidien à la base, mais pourquoi il y a des côtés, et c'est la même chose pour moi que ce dont on parle de Madonna, c'est quand même un média qui prône l'ouverture d'esprit et l'acceptation de qui que ce soit. Pardon, mais tu t'en fous complètement de ce que pense Yann Barthès des podcasts. Non, on s'en fiche de ça, mais moi, non, moi, je m'en fous pas. Ah, tu t'en fous pas ici. Non, je m'en fous pas. Je comprends. Parce que... Non, mais je comprends, si tu l'aimes bien, si tu t'en fous bah pas. ouais, et puis ça fait 3 ans que je lui dis qu'il faut parler d'entrepreneuriat à la télé, que je lui envoie mon CV sans réponse, mais bon, c'est pas... Allez, passons. Ça, c'était vraiment la dédicace. T'as passé des castings pour Thierry Ardisson, j'ai lu ça. C'est vrai ou pas ? Parce que je lis aussi des conneries sur Internet. Qu'est-ce que... À tes tout débuts. Non, attends. Je crois que c'était après la Suisse ou... Non, Thierry, il a vu Ça colle et c'est piquant, qui était l'émission suisse de la TSR à l'époque, qui s'appelle RTS aujourd'hui, qui était diffusée sur TV5 Monde. Il m'a appelé pour qu'on bosse ensemble. Non, j'ai fait Télécasting, qui est une émission qu'on a fait pour M6, où je faisais passer des castings à des gens. Moi, j'étais la voix off. J'étais enceinte jusqu'aux yeux, j'étais dans les coulisses et on torturait un peu les gens qui venaient passer un casting, c'était assez drôle. J'ai adoré faire ça. Je parlais de casting, t'en as jamais passé toi du coup ? J'en ai passé pour les maternelles. Ok. Plutôt fructueux. Mais je crois que c'est tout. Non, j'ai fait le casting du maillon faible. Mais non. Si, parce que c'est mon associé, c'est incroyable. C'était Alexandra Krug qui dirigeait, je sais pas si à l'époque elle était déjà à la bosse de Jeux Variété Divertissement à TF1 ou si elle était encore en prod, je sais pas. En tout cas, elle m'a appelée pour me faire passer le casting. Je suis venue en comprenant rien de ce que je faisais là et elle m'a avoué. Après, elle m'a dit on t'a fait passer le casting, mais c'est pour nous, on savait qui on voulait et c'est pas toi qu'on voulait. C'est pour valider. Je dis mais attends, mais j'ai autre chose à faire que de faire acte de présence. Oui, c'était une expérience, absolument. J'ai pas fait beaucoup de casting. J'ai dû en faire d'autres, hein, mais t'aurais pu le faire. Non, parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout. J'avais pas du tout la distance qu'il faut avoir pour le faire. Aujourd'hui, je pourrais le faire. Alors, tu t'amuserais Ah oui, ça me ferait super marrer. Ah, j'ai pas du tout envie de le faire, qu'on soit bien d'accord. Mais aujourd'hui, j'aurais les capacités, je serais suffisamment construite pour le faire. Okay. Mais à l'époque, pas du tout. Si je te pose la question des castings, c'est parce que en rentrant, tu sais, il y a marqué casting. Donc vous faites passer des castings ici ? Bah pour la fiction, bien sûr. La question est la suivante. Est-ce que tu peux me parler de ce milieu du cinéma non, du cinéma, je peux pas. Ou de la télé, ou c'est de pas la du série. Tout le même. C'est de la série télé, c'est ça ? C'est de la fiction. La fiction, c'est tout ce qui est série qui passe. Sinon, tu dis cinéma en fait. Okay. Ou un long métrage, ou un court métrage. Ouais. C'est tout ce qui passe sur les télévisions ou sur les plateformes. Ok. Voilà. Je mélange tout. Certes. Non, c'est normal. Attends, non, mais je veux savoir, est-ce que tu fais des choses que tu as beaucoup entendu parler dans le monde du casting et qu'il est hors de question que tu fasses ? Est-ce qu'il y a des choses par rapport à non, mais c'est pas moi qui fais les castings, c'est les directeurs de casting. Je sais pas comment te dire. Moi, je produis. Okay. Je réalise jamais pas, là, même, je lors monte des castings. pas. Okay. Non, je les regarde. Okay. Je les regarde. Avec Alex, on regarde les castings et on en discute avec le réalisateur ou la réalisatrice et on choisit ensemble. Et avec la chaîne. Il y a des codes que tu as pris à contre-courant dans cette industrie ? Il y a une chose que je prends à contre-courant, mais dans la boîte en général, pas particulièrement dans la fiction, j'ai tout à fait l'habitude qu'on parle mal des femmes. En particulier si elles ont plus de 35-40 ans, tout de suite leur réputation elle devient dégueulasse. Et je ne donne aucun crédit à ce qu'on me dit dans ces cas-là. Okay. Voilà. Et j'ai raison la plupart du temps. Ce qui n'empêche pas que certaines femmes de plus de 35 ans soient vraiment complexes à fréquenter. Pour ne pas dire autre chose. Partout. Non, mais ça veut rien dire. Mais bon, faut pas le ramener à son sexe. Mais après, dans la fiction, non, tu ouvres une boîte pour qu'il y ait une culture de boîte. On essaie de l'importer, mais la fiction, c'est quelque chose qui est très rodé, qui est très hiérarchisé, très organisé. Ça roule sans nous.
Oui, tu vois, ça roule. Nous, on essaie de venir mettre notre grain de sel dans le choix éditorial dans la fiction, d'essayer de faire qu'elle serve à quelque chose, qu'elle fasse passer un message, dans la manière de gérer une équipe sur un tournage, qui a un bon esprit, etc. Mais comme plein d'autres prods. Voilà. C'est difficile d'impacter vraiment la fiction. Tu peux juste m'expliquer une boîte de prod, je connais pas très bien. Financièrement, ça marche comment en fait? Eh ben, quand tu fais de la fiction, tu as une idée, par exemple, on se dit on veut faire un Meurtra. C'est très compétitif les Meurtras parce que toutes les boîtes de prod veulent en faire. Donc tu te lances sur un marché qui est où tu vas avoir beaucoup de concurrents. Il n'y a pas de propriété intellectuelle sur le concept? Non, c'est France Télévisions, c'est son... donc c'est à eux et vous produisez. C'est chez eux, absolument. Il y a une productrice qui a proposé le premier et qui a donné lieu après à cette idée chez France Télévisions, qui je crois est celle d'Anne Holmes, la patronne de France Télévisions aujourd'hui, d'en faire une collection. Et donc la personne qui a proposé le premier en fait 2 par an, ce qui est super. Et les autres, c'est le billet d'entrée chez France Télévisions pour les producteurs. Tu fais un Meurtra et après tu travailles chez France Télévisions. Et donc quand tu décides on se dit avec Alex qu'on va faire un Meurtra, donc on cherche un auteur. On se dit, nous, ce qu'on veut, c'est faire un Meurtra, mais le faire de manière un peu singulière. Donc on cherche un auteur et on se dit qu'on le veut dans le Périgord vert. Voilà. Donc on cherche un auteur parce que il se trouve que j'ai une maison là-bas et que j'avais envie d'être dans ma maison le plus souvent possible. Et puis que j'aime bien. Et puis moi je suis une fille des territoires, comme on dit, et j'aime rendre. J'aurais adoré tourner dans les Landes parce que j'ai grandi dans les Landes et un jour j'espère le faire. Je suis originaire du Pays Basque et un jour j'espère tourner là-bas. Voilà, j'ai la chance d'avoir une maison dans le Périgord et j'avais envie de faire découvrir cette région qui est magnifique. L'utile à l'agréable. Donc on se dit, on trouve un auteur qui se trouve être dans le Périgord aussi. On lui dit on va faire un truc un peu singulier. Il fait ce qu'on appelle un petit traitement. Il pose une idée. Ils sont 2 auteurs, Marc Cressman et Alain Stern. Ils posent une idée sur du papier, etc. On va voir la chaîne, on leur dit voilà, on voudrait faire un Meurtra, on vous donne ça. La chaîne dit ça nous intéresse, écrivez quelque chose. Là, tu passes en convention d'écriture. Il faut s'imaginer que la fiction. C'est un scénario, c'est quoi? Non. Non. Attends, il faut s'imaginer que la fiction, c'est une échelle droite, d'accord, avec plein de barrières. À chaque fois que tu passes un échelon, tu te rapproches du haut, mais à n'importe quel moment, tu peux redescendre en bas. Donc tu peux être au casting et que ça s'arrête. D'accord? Donc, on rentre en convention d'écriture. Donc là, ils écrivent effectivement le scénario. On leur envoie le scénario. Ils aiment le scénario, etc. Ils disent OK, ça prend du temps tout ça. Hein. Entre le premier jour où on rencontre les auteurs et le tournage, il s'est passé 2 ans et demi. Voilà. Et donc, une fois qu'ils sont d'accord sur le scénario, tu construis, ils te disent OK, ce qu'ils appellent le fameux green light. Puisqu'on n'est plus en France. Hein. Le feu vert. Et donc, et là, à ce moment-là, mais ça, c'est un truc d'entrepreneur. C'était beaucoup plus sérieux si tu parles en franglais que si tu parles en français. Alors, écoute, tu dis entrepreneur, je sais plus dans quoi j'ai entendu ça, mais je crois que même dans le monde du cinéma, non, on dit pas ça, on parle de rush. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est vrai, c'est parce que, mais parce que c'est une industrie qui vient, pourtant. Créé par des Français, hein, je vous le rappelle, les Frères Lumière, le cinéma, ceux qui l'ont créé, mais c'est l'Amérique qui en a fait une industrie. Et donc, voilà, ça nous... Mais bon, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est très étonnant comme cette espèce de snobisme chez les entrepreneurs à vouloir ça se rassurer en ayant l'air plus pro. Mon associée, elle fait tout le temps ça. Elle dit, je sais pas quoi, la production value. Je dis, mais de quoi tu me parles? La production value? Mais t'as l'air plus sérieuse. Non, mais tu vois, c'est fou, quoi. Ouais, je vois très bien. C'est étonnant. Et dans la start-up, il y a beaucoup ça. On utilise beaucoup de mots qu'on comprend pas et quand on te l'explique, t'es genre, ah, ok. C'est très simple comme conseil. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu parlais du scénario. Non, et donc, ça prend 2 ans après, et demi. 2 ans et demi. Et après, tu pars tu fais ton casting, toujours en accord avec. Tu trouves une réalisatrice, en l'occurrence. Ouais. Tu fais ton casting en accord avec la réalisatrice et la chaîne. Et ensuite, tu pars en tournage. Et c'est là où on est en tournage pour la 2e semaine et on a 4 semaines de tournage. 4 semaines de tournage. Ok. Financièrement, j'aimerais comprendre juste. Alors, oui, tu vends quoi oui, dans financièrement. Ça tu vends la fabrication. Et toi, tu es responsable de la garantie de bonne fin. Donc, tu mets en place tes équipes. Tu prends un directeur de production, tu lui donnes ton budget et tu essaies de tenir la fabrication. Lui, son job, c'est de tenir la fabrication de ton film dans ce budget-là. Et tu espères faire de la marge.
C'est ton job de faire de la marge. Et donc toi, tu le revends ensuite à France Télé? Non, France Télévisions est coproducteur. Ils nous donnent de l'argent. On va chercher de l'argent, nous, ailleurs. Et donc tu lèves des fonds, entre guillemets, pour le... Tu lèves pas des fonds. Pour la fiction. On va pas se mentir, il y a un truc qui s'appelle le CNC. Okay. Que nous, on a découvert en tant que productrice de flux. On a halluciné. C'est-à-dire que quand de l'argent, oui. Ah bah, ils te donnent de l'argent, en fait. Moi, j'ai trouvé ça magique. Bon, après, c'est un système et c'est formidable. Ils donnent pas l'argent s'il n'y a personne qui met avant, etc. Non, bah, bien sûr. Oui, mais... Il faut un contrat, il faut qu'il y ait un diffuseur, il faut bien évidemment. Et tu n'as pas non plus le CNC comme ça. Il faut que tu aies produit quelque chose, suffisamment de minutes qui soit à l'antenne cette année-là pour que tu aies droit. D'accord. Voilà. Donc, c'est un système qui est hyper bien rodé, qui est assez complexe d'ailleurs. C'est toujours un truc, c'est vraiment un truc français, quoi. C'est vraiment marrant. Ouais. Et quelle chance de l'avoir. Et quelle chance de l'avoir. Donc voilà, et après tu vas chercher de l'argent, du placement produit, tu vas chercher des régions, tu vas chercher des départements, tu vas chercher... Donc ça, mais ça c'est pour financer. Oui, c'est pour financer. Vu que tu coproduis avec France Télé, ouais. Comment tu cashines? Comment t'encaisses du cash? Bah tu fais ta marge. Ouais, mais tu l'as fait comment? Je comprends pas. Bah tu dis ça coûte tant. Ah, et après en fonction de combien tu payes ta prod. Ok, mais donc si je comprends bien, peut très bien y avoir des projets, on va dire des fictions, même des films, où en gros, c'est dans le cadre d'une coproduction où tu as l'argent en amont, si tu as mal géré ton budget, tu peux marger de zéro. Ah bah tu peux perdre de l'argent. Ou tu peux carrément perdre de l'argent. C'est ce qu'on appelle le risque producteur. Quand tu fais des séries pour OCS qui sont sous-financées, tu as de grandes chances de perdre de l'argent, oui. Pourquoi sous-financer avec OCS? Parce qu'elles sont c'est des petites séries OCS, tu sais, qui sont des séries de création où tu peux prendre des réals qui arrivent, tu peux prendre des risques créatifs. Tu as hyper envie de faire ça. Et du coup, tu as peu d'argent. Mais c'est des endroits de grande création. Nous, on a fait #Boomer avec eux et bientôt va sortir Deadline, une série sur la mort. On n'aurait pas pu la faire ailleurs. Merci à cette chaîne de l'avoir préempté, d'avoir voulu le faire. Donc, tu pourrais pas le faire ailleurs. Donc, voilà, c'est des projets. Tu gagnes de l'argent sur certains projets qui vont rétablir tes pertes sur d'autres projets. Je te pose... On est arrivé à 45 minutes, je crois. Il nous reste 5 minutes, c'est good? Oui, bien sûr. Je te pose mes petites questions assez rapides. J'en ai quelques-unes en tête. Est-ce que tu prends plus de plaisir sur Mesdames Productions ou Mesdames Médias? Mesdames Médias, parce que je suis en prise directe et c'est au quotidien que tu sens l'utilité. Donner de la force. Le projet de Mesdames Médias, c'est de donner de la force et de dire aux femmes que la solution, elle est en elle-même et qu'il suffit de lever la tête, faire un sourire et dire non, on ne fait pas comme ça. Donc ça, c'est très puissant. Est-ce que toi, c'est les femmes, mais ça peut être plein d'autres sujets. Est-ce qu'en France, on manque de rôle modèle? Est-ce qu'on manque de personnes visibles? Et je m'explique, est-ce que c'est tout le temps les mêmes têtes qu'on voit à la télé? Alors, merci de me donner la solution, parce que je n'aime pas les rôles modèles. C'est pas quelque chose auquel j'adhère. Je ne crois pas aux gens inspirants. Non, j'ai un petit dégoût là-dessus, mais qui est un peu du snobisme, si je suis tout à fait honnête. Mais je pense que dans le fond, pour plein de gens, c'est très important. Moi, j'aime pas trop ça. Mais je pense que c'est pour plein de gens très important. Et tu me donnes tout à fait la solution en disant, est-ce qu'on voit toujours les mêmes? Oui, la télévision, moi, je le dis depuis les maternelles. Je dis, ce monde, j'assume, ce monde de petits blancs, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que YouTube est une solution à ce monde de petits blancs sur la télé? Ouais. Oui. Est-ce que l'avenir, c'est YouTube? Est-ce que la télé va mourir, tu penses? Non, ça, je crois pas du tout. Non, ça mourra jamais. Moi, j'ai commencé la télé il y a 30 ans. On m'a dit, tu sais, c'est mort. On t'a dit ça déjà il y a 30 ans? Je sais pas. C'était en noir et blanc. Pardon, mais il me semble. Si, c'était en noir et blanc. J'ai quelques... C'était en film. C'était en couleur, mais c'était en film quand j'ai commencé. C'est des bandes charriées à la base. Non, mais il n'y a pas de... Attends, ça fait tellement longtemps. Attends, Yacine, moi, j'ai aucun problème avec le temps qui passe. Je suis heureuse qu'il soit passé. Je suis tellement mieux dans mes pompes, quoi. Mais vraiment, et c'est pas moi, c'est en général. Je connais peu de gens qui veulent revenir à leurs 20 ans, à leurs 30 ans ou à leurs 40 ans. C'est dingue, parce que moi, on m'a beaucoup dit que la vingtaine, c'est les plus belles années. Je ne sais pas pourquoi on glorifie cet âge-là. Moi, j'arrive à la fin, là j'ai 30 ans, et je me dis, merde, j'espère que c'est pas mes plus belles années. Parce que c'était pas les plus belles. Non, Yacine, je te promets, c'est pas tes plus belles années. Non, je te promets, c'est pas tes plus belles années. Et donc, attends, je voulais finir mon truc là. C'était quoi sur... YouTube, la télé. Ah oui, et la télévision, tu vois, regarde par exemple, qu'est-ce que font les jeunes quand ils s'installent quand ils arrivent dans un appartement? C'est quoi le premier truc qu'ils achètent? Je veux dire un lit, non? Ouais, après le lit. Un canapé. Et après le canapé.
Je savais même pas. J'ai pas entendu dire que Darty était en train de fermer son rayon télé. Ouais. Alors donc, après, c'est le tube. Moins de télé, non, mais c'est le tube qui nourrit la télévision qui est différent. Okay. Mais il y aura toujours. Et puis j'espère que la télé va. Mais c'est difficile pour la télé. La concurrence, elle est énorme. Les enjeux financiers, ils sont énormes. Donc, c'est plus l'endroit pour l'instant de la prise de risque. Et je le comprends. Tu vois Hugo Décrypte qui fait des trucs avec France Télé Oui. Bah attends, c'est des rares dans la télé, qui plus est public, qui fait des choses avec Internet, non? Oui. Allez, next. T'as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Surtout que t'en as un qui a 28, c'est ça? Ah ouais, alors l'aîné il fait quoi? 30, 28, 25 et 18. Damn, t'en as plus que j'avais compté. T'en as 4 du coup. Que des mecs? Ouais, j'ai on est en famille recomposée, mais depuis très longtemps. Ok. Une fille. Une belle fille, un beau fils, 2 fils. Bon, on va pas prendre l'exemple d'une personne. C'est quoi en fait, d'un point de vue éducation, ce que tu peux dire? Attends, je vais te poser la question différemment. Ouais. C'est quoi la matière que t'aurais aimé qu'ils aient à l'école? L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, ok. Ouais. Et c'est quoi dans ce cas-là, toi, dans l'éducation, peut-être le conseil que tu as donné à ces 4 enfants pour que justement, je sais pas si c'est être heureux, parce que dans ce qu'on dit... Oui, moi je crois pas beaucoup au bonheur. Voilà, c'est particulier, mais en tout cas, faire ce qui les anime. J'espère avoir appris, d'avoir transmis aux enfants qu'il faut se respecter soi-même et donc respecter les autres, et que c'est totalement inutile de faire la tête, de soupirer. Ça, c'est quelque chose que je leur ai beaucoup dit. Je leur ai dit, vous savez, les emmerdes, ça vient tout seul. C'est pas la peine de vous en raconter des imaginaires. Donc, par contre, se lever le matin en disant à qui je vais donner le sourire et qui va me donner le sourire, moi, je crois à la joie, en fait. Le bonheur, je sais pas. Mais la joie, okay. Je sais que je peux la donner et je peux la recevoir. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ça change la vie. Donc ils ont bien rigolé dans leur enfance. Ils rigolent encore. Je sais pas, parce que je sais pas si je suis une mère très voilà. Mais moi j'espère qu'ils savent ça. Ouais. T'aurais pu faire de la scène ou pas, toi? Oui. Ouais. Oui, si j'avais su que c'était possible pour moi, oui, j'en aurais fait certainement. Comment j'aurais adoré pu savoir que c'était possible? Ben je savais pas. J'étais dans un monde où je ne savais pas que c'était possible. S'il y avait eu des gens de la télé qui y étaient allés, je parle de gens de présentatrices ou quoi. Ça t'aurait permis? Non, c'est pas ça. C'est la famille dans laquelle j'étais qui ne permettait pas de concevoir ça. De rêver à ce niveau-là. Non, okay. Même pas rêver. Je savais même pas que ça existait. Je vais te poser... Bon, déjà, combien de fois par jour tes collègues te prank? Parce qu'il y a une vidéo magnifique sur LinkedIn ils sont super, mais ça c'est super, c'est Martin qui fait ça. Ça termine avec des beaux doigts. Oui, je suis pas toujours très élégante, je vous prie de m'en excuser. Mais c'est ça qu'on aime. Non, mais je pense que d'avoir de l'autodérision, c'est le minimum d'élégance qu'on puisse avoir quand même. En fait. C'est important de rigoler au quotidien, même avec tes collègues. Voilà. Parce qu'il y a des galères qu'on gère aussi. Et moi, il m'arrive d'être très susceptible, mais sur des trucs très particuliers, d'incompréhension, mais jamais parce qu'on se... En fait, moi, je trouve que la dérision, ça permet de rire avec et pas de rire contre. Le rire contre, c'est toujours atroce. J'essaie d'avoir pas mal d'autodérision. Et ce que je pense avoir, parce que j'ai un tel ego qui est tellement satisfait, je me kiffe tellement, en fait. Je me rencontrerai, je pense que je m'aimerais beaucoup. Donc, depuis toujours, on peut taper. Ça non, pas du tout. Non, ça a pris du temps. Non, pas du tout. Et ça corrobore avec l'idée d'écouter ta voix intérieure et se connaître aussi, non? Ouais. Je m'aime bien. Je m'aime bien. Non, mais c'est pas besoin d'étayer là-dessus. Non, mais c'est une très bonne force. J'adorerais faire de la psycho et essayer de comprendre, mais on n'a plus le temps. Je vais revenir sur les échecs. Ouais. C'est quoi l'échec que tu chéris le plus dans ta vie? Ça, c'est une vraiment bonne question. Bah, c'est la dernière preuve. L'échec, tu vas me laisser le temps de trouver la réponse. L'échec que je chéris le plus. Oui. Chaque échec enrichit l'expérience. Ah ben c'est le seul endroit où tu apprends, moi, je trouve, l'échec. La réussite, je ne crois pas avoir appris grand-chose dans la réussite, mais l'échec que je chéris le plus. Ouais, un truc qui a fait mal en plus, parce que l'échec, ça veut pas dire que l'apprentissage est à l'instant T. Non, bien sûr. Celui que je chéris le plus. Quand j'ai quitté les maternelles, qui étaient une culture, c'était une famille, je l'ai quitté sans le savoir. Et ça, c'est un truc, ça a été une blessure, c'est-à-dire que je n'ai pas dit au revoir à l'antenne. Ce qui pour moi est, mais... Tu l'as dit à tes collègues au moins au revoir? Bah, bien sûr, j'ai pu le dire, mais j'en ai les larmes aux yeux rien que d'y repenser, de ne pas m'adresser aux spectateurs en leur disant, voilà, pendant 3 ans,
on a fait ce truc-là ensemble, vous nous avez fait confiance, vous êtes venus nous parler, on vous a écouté, j'ai profondément aimé faire cette émission, merci, il y a quelqu'un qui arrive, qui va me remplacer, etc. Ça, de ne pas avoir pu le faire, ça a été un déchirement. Et c'est pour toi ou c'est pour eux? Pour moi. Pour toi? Pour moi, personne n'a manifesté en disant pourquoi Maïtena ne nous a pas dit au revoir. Tu vois. Donc, pour moi, et de cet échec-là, j'ai compris ce que je mettais dans la télévision. Et que ça serait jamais autre chose que ce que je veux moi, en fait. C'est quoi le toi? C'est de l'authenticité? C'est parler aux gens. Parler aux gens, faire parler les gens, donner la parole. Moi, je suis une fille de province, de banlieue. J'ai grandi à Épinay-sur-Seine. Je suis allée vivre dans les Landes, dans un petit village. Je sais ce que c'est que la France d'à côté. Et les gens qui savent, les modes d'emploi, les arbitres des élégances. Je suis là. C'est tellement drôle. Bon, je termine là-dessus, mais j'en parlais encore hier où je disais que j'ai grandi à Paris. Bon, j'ai étudié à l'étranger, etc. Paris, c'est pas la France, quoi. Ben non. Et je sais que même nous, on vote au quotidien, mais, c'est fou. On n'arrive pas, nous, à voir, par exemple, la montée du RN ou du FN, appelez ça comme vous voulez, mais je trouve qu'au quotidien, on le ressent pas dans mes potes ou quoi, parce que notre quotidien ne vote pas ça aussi. Regarde, l'autre jour, j'étais justement dans le Périgord, et il y avait, je regardais le journal de 20h, de je sais plus quelle chaîne, et il y avait les inondations, et le journaliste suit le maire du village qui est totalement inondé, et le type, il est au four au moulin, mais il est partout. Et le commentaire, c'est... Et le maire du village déplace lui-même les canapés. Mais dans quel monde tu vis, mon garçon? En fait, dans quel monde tu vis? Le maire du village, c'est pas une fonction. C'est le voisin. C'est le type, il est dans son village. Il est en interaction. Et c'est comme à chaque fois que finissent les JT sur des trucs en province. Heureusement, la solidarité est belle. Bah oui, la solidarité, elle est belle. Depuis quand ça t'a échappé, quoi? Depuis quand ça t'a échappé? Donc le récit du monde, à la télévision, il a perdu pied depuis un moment. Et c'est pour ça qu'on va suivre Mesdames Médias, yes. Justement. Et j'invite toutes les femmes, mais aussi les hommes, jeunes ou pas, à écouter ton média et à écouter ce podcast. Un grand merci, Maïtena. Pourquoi tu t'es intéressée à nous, alors? Je me suis intéressé à toi, surtout. Avant ça, déjà, j'ai vu que tu avais monté le média et ça m'a intéressé. Le journalisme m'intéresse, ma mère te dit bonjour. C'est aussi la petite parenthèse. Et, si t'es bien élevé, c'est grâce au maternel? Ah, ça, je sais pas. Si je suis bien élevé, c'est grâce à ma mère oui. et mon papa. Après, quelle est l'inspi derrière? Non, et plus sérieusement, c'est une bonne question que tu me poses et je prends le temps de te répondre parce que je crois que la télé et les gens qui sont dans ce petit écran, mais tout ce qu'on voit derrière un écran, moi, ce sont des gens qui m'ont beaucoup impressionné quand j'étais plus jeune. Je t'ai dit que j'ai eu l'occasion de recevoir... Ah non, je sais pas toi que je l'ai dit, je l'ai dit à tes collègues, mais j'ai reçu Gad Elmaleh. Et en fait, c'est tout bête, mais ça débloque un truc en moi où je me dis, c'est simple, si Gad m'a dit oui, Maïtena, elle est obligée de répondre. Non, je rigole, mais ce que je veux dire, c'est ça. Mais t'as tout à fait raison. C'est qu'il n'y a aucune raison, et derrière, du coup, tu ne te rends pas compte, mais à travers même la conversation qu'on a, tu me renvoies de ma propre valeur. Là où moi, longtemps, je l'ai cherché dans les yeux de mauvaises personnes. Donc voilà. Et ben, tant mieux. Donc très honnête. Et après, pour inspirer les gens, car je savais que ton profil serait inspirant. Je savais que la conversation serait humaine. C'est hyper important d'abdiquer sur les croyances limitantes. C'est le pire ennemi, c'est les croyances limitantes. Écoute, j'ai l'impression de découvrir la vie depuis 2 ans. Yes. Donc voilà. Et ben, profites-en bien. Bon. Elle a l'air belle et tu sais aller la chercher. Parce qu'il a été insistant, il a été formidable, il a été au rendez-vous, il n'a pas lâché. Le mec, il est formidable. Franchement, bravo. Merci, Yacine. Un grand merci à toi, Maïtena. Un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Bonne chance dans vos projets et je vous dis à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.